Bon, ben, on va peut-être recommencer. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Donc, je suis Dora Delaporte, directrice de la communication de Spectrum Group. Donc, juste pour une question de logistique, si tout le monde peut désactiver son micro pour pas qu'il y ait d'écho ou autre et que l'audio puisse fonctionner correctement. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Dans le cadre de ce webinaire, nous avons prévu plusieurs étapes de présenter. Est-ce que tout le monde m'entend bien? D'accord, merci. En fait, je vais commencer à dérouler un petit peu le programme du webinaire. Il sera en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, nous allons faire une très brève présentation de Spectrum Group. Ensuite, nous avons un temps consacré à la présentation de notre Spectrum Benchmark 2018. Par la suite, nous allons enchaîner par des questions dédiées aux éditeurs et ensuite, nous terminerons par une démonstration en ligne qui sera faite donc Thomas. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est qu'au cours du webinaire, vous pouvez poser vos questions via le chat de Spectrum Meeting. Nous les regrouperons et nous y répondrons en fin de webinaire. Voilà. Donc nous allons commencer par vous présenter qui sommes-nous. Donc, nous sommes une entreprise de services numériques spécialisée dans le domaine de la transformation digitale. Nous intervenons essentiellement sur toutes les phases d'un projet. La première phase de conception où l'on accompagne en amont nos clients avec un audit du contexte durant lequel on qualifiera vraiment les besoins. Dans cette phase, bien évidemment, nous utilisons notre benchmark d'outils que nous allons vous présenter. Ensuite, nous intervenons également dans la phase de construction, qui est une phase où nous intégrons les solutions de nos partenaires avec un cadre méthodologique et des méthodes agiles qui permettent une visibilité constante sur l'avancée d'un projet. Et sur une dernière phase d'accompagnement avec toute la partie en aval sur la conduite du changement, la gestion des communautés et la mesure des niveaux de maturité d'un projet. Parce que nous sommes bien évidemment à l'écoute du marché et des innovations, nous avons un pôle recherche et développement qui nous permet de posséder un label Jeune entreprise innovante. Donc, Spectrum Group, comme vous pouvez le voir, est structuré autour de 3 pôles d'activité, notamment les 2 pôles qui nous intéresseront aujourd'hui particulièrement sont les pôles conseil et digital, où nous intervenons, comme je le disais, sur l'aspect conseil en aval et sur l'aspect digital sur des projets collaboratifs. Voilà, là actuellement, nous avons un 3e pôle qui est le pôle gestion de projet où c'est moins intéressant dans le cadre de la présentation sur Benchmark, mais sachez que c'est un de nos pôles d'activité. Donc, Spectrum Group est présent à l'international avec un siège qui est basé à Antony. Nous étions situés, pour ceux qui nous connaissent, à Sceaux. Et donc, étant donné notre développement, nous avons déménagé récemment sur Antony. Et une bonne partie de l'équipe recherche et développement qui est basée en Tunisie. Donc, aujourd'hui, la plupart des collaborateurs sont concentrés sur ces 2 implantations. Donc, en termes de références clients, voici quelques références avec plus de 200 clients dans le monde, des références issues de notre activité lab, mais aussi des références services. Donc, comme vous voyez, nous avons des clients qui sont essentiellement des grands comptes, mais pas que. Nous avons également des petites structures.
Donc, Spectrum Benchmark, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui autour de ce webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est? Spectrum Benchmark, en fait, c'est un outil qui est accessible et ouvert en ligne. Donc, comme vous le voyez, vous avez la possibilité, en fait, via un simple navigateur, soit de vous inscrire, si vous n'êtes pas inscrit, donc via le lien de connexion, et ou bien de vous connecter si vous possédez déjà un compte. Excusez-moi. Donc, c'est un outil qui est visuel et interactif, mais qui permet aussi de consulter les analyses des plateformes étudiées, de les comparer selon des axes précis et sélectionnés par vos soins. C'est un outil assez pédagogique parce que, comme Thomas le fera tout à l'heure, donc dans le cadre de sa démonstration, vous allez voir, donc il y a des fiches de présentation par outil qui permettent de visualiser l'état d'esprit donc de chaque outil. Ce benchmark est enrichi et mis à jour successivement depuis 2013. Donc, nos experts mettent à jour ce benchmark et ce qui permet vraiment aujourd'hui de dégager des tendances du marché sur des axes d'usage différents. Cette année, donc, c'est donc la 4e édition de ce benchmark avec comme particularité l'intégration donc de la partie ECM. Là, cette fois-ci, donc sur ce webinaire, nous allons faire vraiment un focus RSE. Donc, on abordera la partie ECM, mais on sera plus focus sur la partie RSE, où 8 solutions ECM sont analysées et 20 solutions RSE sont également analysées par nos experts. Et la deuxième nouveauté cette année de ce benchmark, c'est les questions aux éditeurs. Donc, on a posé 6 questions à 5 acteurs historiques du marché français. Et donc, nous allons aborder 2 de ces questions avec nos éditeurs en direct lors de ce webinaire. Pour terminer, donc, comme vous voyez sur la partie droite, ce benchmark, on dispose également d'un livret qui est disponible sous forme PDF et uniquement sur demande en m'envoyant donc un mail à dora.delaporte@spectrumbou.fr et donc nous aurons le plaisir de vous envoyer donc ce livret en format PDF. Donc, je vais donc là, comme vous voyez, donc très rapidement, mais bon, on reviendra par la suite avec Thomas, notre consultant qui s'occupe du benchmark et des études chez nous, donc qui se présentera tout de suite après. Donc, voici un petit peu la présentation des graphes et des visuels de chaque produit, donc qui vous expliquera tout ça en détail, Thomas, tout à l'heure. Je laisse la parole, Thomas. Merci Laura. Donc, je me présente rapidement, donc Thomas Poinceau, consultant AMOA Digital et responsable des études et donc du benchmark chez Spectrum Group. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du benchmark 2018. Alors, un petit sommaire avant de commencer. Donc, on va parler d'abord un peu plus rapidement que le deuxième du benchmark ECM avec 8 solutions étudiées et une analyse du marché avec les propositions d'usage des solutions étudiées. Et ensuite, un focus un peu plus important sur le benchmark RSE. Donc, avec 20 solutions, une présentation des usages des réseaux sociaux d'entreprise en 2018 et les typologies de solutions qu'on identifie sur le marché. Avant de passer à une partie dédiée aux éditeurs, donc on abordera avec eux, comme Dora l'a dit, 2 sujets parmi les 6 abordés dans le livret. Alors, au niveau du panel de solutions étudiées, donc pour la partie ECM, donc 8 solutions assez différentes, puisqu'on pense ECM au sens large, donc capture, gestion de documents, travail collaboratif, centralisation des contenus de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des outils assez disparates, donc des jets purs comme des CMS et des outils de portail ou des plateformes plus généralistes.
Pour la partie RSE, pareil, on adresse un marché assez large. Donc, des solutions très spécialisées comme des plateformes collaboratives généralistes. Donc, on retrouve d'ailleurs des solutions dans les deux domaines, ECM et RSE. Donc, la liste des solutions elle évolue d'année en année, hein, des solutions mises en avant dans le livret. Donc, on sélectionne chaque année les solutions qui font l'actualité ou qui sont pertinentes pour représenter le marché. Donc, on met en avant, donc là, cette année, une vingtaine de solutions dans le livret, sachant qu'il y a en ligne plus de solutions, puisqu'on retrouve les solutions qui n'ont pas forcément fait preuve de nouveauté cette année, mais on les garde en ligne un moment pour la comparaison. Alors, pour le benchmark ECM, donc on s'est attelé à étudier les solutions de manière très fine sur les fonctionnalités, mais également en termes d'usage. Donc, on a étudié les solutions selon 5 usages. L'agrégation des contenus de l'entreprise, l'indexation et le classement des documents en grande quantité, la gestion de contenu métier, le travail collaboratif et la dématérialisation de processus. Donc, on a fait ce travail de manière à confirmer les usages des solutions et également découvrir éventuellement des usages plus annexes des solutions. On a fait également une analyse comparative des solutions sur 2 axes, donc leur capacité à proposer des usages natifs et leur capacité à couvrir des usages métiers par configuration ou développement. Donc, on a fait cette étude aussi. Vous trouverez plus de détails évidemment dans le livret qu'on vous enverra. Et évidemment, donc pour chaque solution, on retrouvera une fiche explicative de la philosophie de la solution, les différents modes de déploiement, ces solutions pour la mobilité et quelques points forts, les différenciateurs de la solution. On retrouve un rappel des usages qu'on préconise de la solution à travers un graphe radar très simple et une infographie qui vise à expliquer la couverture fonctionnelle de l'outil ainsi que ses capacités d'intégration avec le système d'information. Voilà, donc là, pour la partie ECM, on va passer à la partie RSE. Donc ici aussi, on va retrouver les fiches solutions. Donc pareillement, une fiche explicative de la philosophie de la solution, son positionnement, la typologie de solutions, les modes de déploiement et les solutions proposées pour la mobilité, ses points forts. Un graphe d'usage également, on reviendra dessus, et une infographie qui explique sa couverture fonctionnelle, sa mise en scène et son extensibilité. Alors, les usages. On va faire un focus sur 5 usages des réseaux sociaux d'entreprise. Donc, le premier qui est un usage historique des réseaux sociaux, la circulation de l'information. Donc là, il s'agit de favoriser le partage par une simplicité fonctionnelle et une mise en scène engageante et d'aider à la circulation de l'information, donc par un flux d'activité intelligent, des facilités de réaction au contenu et de transfert de contenu entre collaborateurs. Donc dans ce domaine, on a des grands spécialistes, même si la plupart des solutions répondent à ces usages. Donc on trouve par exemple Workplace ou Yammer, qui sont très centrés là-dessus, et également d'autres comme Genspot ou TalkSpirit, qui ont ces capacités-là, mais également d'autres vertus plus collaboratives que les 2 autres précédemment cités. Alors, le deuxième, la coproduction de contenu, donc il y a un usage de plus en plus adressé par
par le marché. Donc, à minima, on retrouve de plus en plus souvent des connecteurs vers les éditeurs de documents comme Microsoft ou Google, mais aussi des fonctions d'interaction autour des documents et jusque dans le contenu lui-même. Donc, dans ce domaine, on a évidemment Google et Microsoft qui restent leaders du fait de leur capacité à gérer les documents Office. Mais on a aussi des outils comme Atlassian qui ont une carte à jouer dans ce domaine grâce à leur logique de wiki très riche et très sociale qui propose une vraie alternative à ces éditeurs historiques. Ensuite, nous avons la capitalisation des connaissances. Donc, autrefois, un usage surtout géré par les GED. De plus en plus, cet usage est déporté dans les réseaux sociaux d'entreprise, puisque si les GED permettent un classement très fin, les RSE vont plus permettre plus de partage, puisque c'est bien de vouloir classer, il faut aussi inciter les gens à partager leur contenu, à capitaliser. Donc là, on peut parler par exemple d'Helium, qui est spécialiste de cet usage à travers une gestion assez fine des communautés, des catégories UTAD et un flux d'activité intelligent, une mise en avant des contenus. On parle aussi d'IBM ou de Jalios qui sont historiquement spécialistes de la gestion des connaissances et qui ont su faire profiter leur réseau social d'entreprise de ces capacités. Ensuite, on peut parler de la collaboration par la conversation, donc il y a un usage qui est proposé depuis le début de l'existence des RSE, mais qui prend un réel essor avec l'émergence des chat-ops. Donc notamment grâce à la conversation qui est vraiment au centre de l'interface avec une logique de temps réel et une connexion avec les outils collaboratifs spécialisés, voire les outils métiers. Donc là, le but, c'est de faire déboucher une conversation sur une action de collaboration ou de productivité directement dans l'outil. Donc on peut citer des outils évidemment comme Slack, également Microsoft Teams qui a une très belle offre dans ce domaine, Stride qui est la nouvelle offre d'Atlassian dans ce domaine, également IBM Watson, Workspace et d'autres de plus en plus. Et enfin, de plus en plus, le RSE sert également d'intranet. Donc, on s'est attelé à étudier les solutions sur leur capacité à répondre à cet usage. Donc là, on parle de fonctions permettant de publier du contenu riche, des espaces chartés aux couleurs de l'entreprise et voire à structurer du contenu. Donc là, on a des acteurs historiques de ce domaine comme Jalios qui répondent très bien. Un Trex également qui a une logique similaire. On peut parler aussi de Jive ou de IBM Connections qui sont des réseaux sociaux initialement qui ont su beaucoup évoluer fonctionnellement de manière à vraiment proposer une personnalisation très fine pour répondre à l'usage de l'intranet qu'on connaît historiquement. Donc voilà pour les usages. Et on va parler maintenant des typologies de solutions qu'on identifie. Donc c'est une autre approche du marché qui vise à éclaircir un peu ce marché complexe. Donc là, c'est plus une approche fonctionnelle ou de mise en scène et d'architecture des solutions. Donc on identifie 4 typologies de solutions. Donc tout d'abord, les centres de travail, donc qui sont des boîtes à outils personnels et collaboratifs, donc des suites logicielles capables d'adresser la plupart des usages cités précédemment. Donc on a peu d'éditeurs dans ce domaine, principalement Google et Microsoft avec leurs suites respectives. On a une deuxième catégorie de solutions
qui sont les plateformes collaboratives. Donc là, on a également une grande richesse fonctionnelle, mais dans une même plateforme, modulaire, évolutive, souple dans son intégration. Donc là, on a des acteurs comme Jalios, Exo, Intrex. On peut aussi parler donc de IBM et Atlassian, qui sont, selon nous, un peu entre les deux du fait de leur très large écosystème de solutions. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont les pure players RSE, donc des outils qui sont structurés autour de communautés de partage et d'échange. Donc là, on a une logique de flux, une mise en scène plus centrée sur la conversation et une couverture fonctionnelle qui va aller plus à l'essentiel pour favoriser l'usage. Donc là, on peut parler de Yammer, d'Helium, Elg et d'autres, de nombreux autres. Et enfin, on a des outils donc qui sont un peu à cheval entre ces deux catégories, les plateformes collaboratives et les communautés d'échange. Par exemple, Jive ou Jamspot, voilà, qui sont initialement des RSE purs, qui ont su évoluer de manière à adresser un très grand nombre d'usages et à une capacité de modularité au déploiement. Voilà, une vraie souplesse d'intégration. Et la dernière catégorie, qu'on peut appeler les messageries de productivité, ou les chatops. Donc, des outils très épurés, centrés sur la conversation en temps réel, en communauté et connectés avec le système d'information. Donc, on retrouve des outils comme Slack, Stride, Teams, Watson, Workspace. Et après, on a des outils qui sont un peu entre deux, puisqu'ils adressent ces deux types de solutions, comme Spirit ou Workplace by Facebook, qui ont un peu les deux volets, donc une logique de flux asynchrone et une logique de chat très avancée qui permet d'avoir des options de productivité. Voilà, donc on va passer à la partie de questions aux éditeurs. Donc, on a pensé que pour aller plus loin dans l'analyse et illustrer tout ça, de proposer la parole aux éditeurs pour faire répondre à nos questions. Donc, on va, dans le livret, on a détaillé 6 questions. Donc, la première, on parle du besoin de l'outillage collaboratif global, notamment dans les grandes organisations, de la cohabitation des outils sociaux de plus en plus nombreux dans l'organisation, l'évolution du mode de vente des réseaux sociaux d'entreprise. On a trouvé que c'était intéressant d'avoir le point de vue des éditeurs là-dessus. La tendance de la conversation instantanée au service de la productivité, donc les chatops, leurs avantages pour la productivité, leurs travers également. L'évolution de la notion d'intranet avec l'émergence des RSE. Et l'objectif zéro mail, voilà, donc, aux annonces ou promesses qui ont pu être faites, voir est-ce que c'est quelque chose de viable, est-ce que c'est voilà, quelque chose d'intéressant. Donc, on aura le point de vue des éditeurs là-dessus. Alors aujourd'hui, on fera un focus uniquement sur 2 sujets avec les éditeurs qui sont là autour de la table. Donc, on vous propose de parler de l'évolution de la notion d'intranet et de la tendance des chatops avec eux. Donc, on a avec nous Alain Garnier de Jamspot. Bonjour. Grégory Culpin, bonjour. De Helium, Vincent Boutors de Jalios, Laurent Godmet d'IBM et Philippe Pinault de DocSpirit. Allô? Allô, allô? Oui, on a eu un petit souci de micro. Alors,
Donc, on va faire un petit tour de table sur ces sujets-là. Donc, tout d'abord, la notion de l'intranet. Donc, je vais laisser la parole à Alain Garny sur ce sujet-là, si tu es prêt. Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour ce benchmark et puis tout le travail remarquable que vous faites autour de ces sujets. Hein. Je pense il faut quand même le rappeler. Et c'est vrai que l'évolution de l'intranet, là, suit une accélération ces dernières années. Alors, pour aller à l'essentiel en une minute, hein, je dirais que ce que je constate sur le marché, c'est d'abord que l'intranet est de plus en plus global. C'est-à-dire qu'il intègre des applications, c'est pas juste comme avant un espèce de site web un peu étendu. Et donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de digital workplace. Voilà, ça c'est la grande tendance que je vois. La deuxième tendance que je vois, c'est de moins en moins top-down, avec de plus en plus de collaboration. Et je pense que là, le benchmark le montre aussi sur les différentes sous langues fonctionnelles hein, des usages qu'on voit arriver, de la conversation en passant par la circulation de l'information, et puis la place des RSE. Pourquoi est-ce que les RSE sont devenus finalement au cœur du jeu des intranets hein. Je pense que c'est un des points d'ailleurs que Vincent, par exemple, de Jalios a vu arriver effectivement dans le paysage. Et puis, je dirais que pour finir, qu'il est toujours tiraillé entre quand même le global et le local, entre le global corporate, très tiré par la com, et puis le local, très métier, tiré plutôt par l'usage, et que quand même, au niveau des organisations, ça reste des enjeux de gouvernance qui ne sont pas toujours simples à résoudre. Donc voilà les trois tendances que je vois. Et j'illustrerai juste ça par un exemple. Je vois, nous, le dernier gros intranet qu'on a mis en place, pour une boîte qui s'appelle Unitaire. Unitaire, ils produisent simplement vous les connaissez pas, mais en fait, ceux qui font presque la moitié, les trois quarts des génériques en France, donc des médicaments génériques. Typiquement, ils sont équipés donc avec notre solution, hein, avec Genspot. Pour faire quoi? Pour faire à la fois du partage de connaissances, donc on voit bien effectivement un usage principal, sur des projets très métiers autour des machines, les machines justement qui produisent finalement ces fameux médicaments. Donc là, on voit bien que l'intranet rentre dans le métier et devient un truc utile. Et la deuxième chose, c'est ensuite une communauté d'entraide. Donc l'intranet, c'est pas juste effectivement de l'information, c'est aussi le fait d'avoir de l'aide. Et tout ça cohabite effectivement avec la com-RH. Hein, c'est-à-dire que vous allez retrouver des groupes dans lesquels en même temps on va parler justement des évolutions de carrière, des problématiques plus générales de com-RH. Et enfin, de la gestion au quotidien de projets dans ce qu'on appelle en mode agile, vous savez, avec les Kanban, ce qui existe aujourd'hui de plus en plus. Donc c'est vraiment un patchwork d'applications. Donc on retrouve bien cette idée de globalité, pas que du top-down. Et c'est vrai que ça a posé du coup dans cette organisation qui est quand même assez importante, plein de questions de gouvernance, qui décide de quoi, par où on commence, comment on déploie. Et c'est ça les grandes tendances de l'intranet aujourd'hui, qui finalement s'installent très durablement dans le paysage numérique des entreprises. Voilà. Merci Alain. Logiciel très synthétique. Ouais, c'est très bien, c'est parfait. Laurent, est-ce que tu nous entends? Ok, vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous. Veux-tu que je traite les deux questions simultanément ou on traite l'une après l'autre? Qu'est-ce que tu souhaites à ce niveau-là? Sur l'intranet en premier temps? Oui, tout à fait. On fera un tour après. Ouais. Ok. Alors, j'ai à peu près le même constat. Hein, donc, c'est vrai qu'on est parti dans un monde, on va dire, intranet qui était très structuré autour du contenu généré généralement par des professionnels dans le domaine. Maintenant, on voit émerger évidemment à la fois le besoin d'intégrer des contenus rédigés par des utilisateurs dans le cadre métier, donc c'est-à-dire tirer parti des éléments qui sont contenus dans les espaces de RSE, hein, donc de communauté, mais de blogs et de wiki. Donc, est apparue en fait une génération d'intranet beaucoup plus collaboratif maintenant, tirant parti de ces contenus, à la fois exposant les contenus de l'intranet de communication classique, mais aussi permettant d'agréger les applications métiers par rapport à un utilisateur. Donc, structurer non seulement l'information, mais aussi structurer son intranet collaboratif directement et de faire en sorte qu'on soit centré sur un métier ou centré sur une problématique d'organisation dans leur ensemble. Ça
là également, je le constate, c'est-à-dire que bien évidemment, on peut être dans le cadre d'une globalisation d'une entreprise ou d'une organisation, mais aussi à des visées tout à fait départementales et d'être agile dans ces déploiements. Ce que l'on voit aussi beaucoup apparaître, c'est en fait cette notion de mise en avant d'un contenu qui peut être dans la collaboration et qui n'est pas forcément le point de vérité ou l'élément de vérité pour l'ensemble des utilisateurs ou des employés. Donc c'est un moyen, on va dire, d'associer dans la collaboration un intranet qui présente l'information ou le point central d'information ou la vérité qui est sur un sujet. Donc ça, c'est très important de mettre en avant soit des contenus, soit des espaces qui sont collaboratifs et qui ne sont pas forcément vus par l'ensemble de la population ou qui pourraient l'être lors de leur métier. Et puis, ce que l'on voit aussi beaucoup, c'est faire apparaître des nouveaux services applicatifs. Donc c'est là la possibilité de faire de l'émergence de nouvelles technos ou d'amener plus facilement à utiliser aussi ces services de collaboratif dans un métier donné. Souvent, notre solution chez IBM, elle s'appelle Engagement, c'est l'idée, c'est de faire en sorte que l'utilisateur soit beaucoup plus engagé autour de la collaboration, mais aussi dans son entreprise et dans son métier. Et que l'adoption aussi pour l'entreprise soit facilitée. Donc, bien évidemment, présenter l'information personnalisée, faire en sorte qu'il y ait de l'intégration, faire en sorte qu'il y ait de la présentation métier ou d'organisation, ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit absolument s'interroger et pouvoir les couvrir, mais tirer parti aussi de la collaboration dans un intranet, ça permet d'avoir une génération beaucoup plus spontanée sur l'échange et sur les interactions. C'est-à-dire, je vais pouvoir recommander un contenu qui a été publié par ma RH ou par mon service de communication ou par un responsable marketing et faire une remarque, mais aussi peut-être le pousser à d'autres collaborateurs pour qu'ils en prennent connaissance. Donc l'interaction, mais aussi les recommandations sont facilitées et donc c'est là aussi un moyen de diffusion plus large qu'un intranet classique. Et puis bien évidemment, moi au niveau utilisateur, je vais retrouver mon profil, je vais pouvoir retrouver ce qui est important pour moi et non pas me noyer dans une masse d'informations qui peut être importante. Mais aussi au niveau de l'organisation, faire une stratégie de type best of breed, puisque je peux faire de l'intégration de contenu, je peux faire de l'intégration de mes services, je peux aussi faire de l'intégration de mes applications métiers et faire en sorte que je puisse avoir, si besoin, une intégration particulière sur tel axe ou sur telle application. Et puis évidemment, un dernier point, ce qu'on n'a peut-être pas cité pour l'instant, c'est bien sûr d'intégrer toute la mobilité et de faire en sorte que dans les forces de vente ou dans des situations, on va dire, quelles qu'elles soient, je puisse non seulement consulter, mais aussi interagir avec mon intranet depuis mon mobile. Voilà la tendance sur l'intranet communicant que je trouve actuellement. Merci Laurent. Grégory, est-ce que tu vois quelque chose? On ne t'entend pas, ça grésille. Ça marche pas. Bon, on va passer à Philippe de TalkSpirit s'il est là. Le temps que Grégory répare son micro. Bonjour Philippe. La place de l'intranet, en fait, historiquement, l'intranet, c'est un site d'information qui est édité par une direction métier. Ce sont des supports qui sont installés depuis longtemps maintenant dans les organisations. Et leur place, elle a évidemment beaucoup évolué à la suite du développement des réseaux sociaux d'entreprise, outils collaboration, qui ont pu être développés d'ailleurs au niveau local, au niveau des équipes projet, ou bien portés par l'organisation, enfin impulsés par l'organisation, au travers notamment de la mise en place de réseaux sociaux d'entreprise. Pour nous, en fait, l'intranet, ça reste un outil efficace pour diffuser une information, comment dirais-je, plutôt pérenne, donc des contenus plutôt froids. C'est un outil idéal dans une organisation notamment dans des grandes organisations, pour avoir des repères et un cadre stable. En revanche, c'est un outil qui, aujourd'hui, je pense, est un support qui est peu idéal pour développer la collaboration au sein des équipes et comme outil, finalement, pour la circulation d'informations et d'actualités. C'est pas un outil qui a été historiquement designé pour pouvoir remplir ces fonctions-là.
c'est des outils qui, le plus souvent, offrent des expériences utilisateurs qui sont qui sont devenues finalement assez déceptives au regard d'outils beaucoup plus simples et qui sont davantage centrés sur des fonctions essentielles de communication ou de partage d'informations et qui ne font finalement pas d'autre chose que cela, mais qui le font avec un certain niveau. Et donc, nous pensons qu'il existe plutôt une collaboration ou une complémentarité entre ces différents supports. L'intranet d'un côté, donc pour offrir ces différents repères sur du contenu froid, et puis les outils de collaboration d'autre part. Et j'en veux pour preuve bien cette collaboration, cette coopération et cette nouvelle gouvernance que nous mettons en place, notamment au sein de grandes organisations. Je peux citer par exemple la Caisse primaire d'assurance maladie que nous accompagnons dans le développement de ces usages qui finalement a arbitré de cette façon-là en déplaçant toutes les actualités et les informations chaudes sur le réseau social d'entreprise parce qu'on est devenus tous finalement des créateurs de contenu et nous sommes tous des émetteurs d'informations et on a besoin d'outils adaptés à ces usages pour pouvoir bien développer ces nouvelles pratiques collaboratives. Ok, merci Philippe. Est-ce qu'on peut revenir? Bon. On va passer à Vincent Boutorz. Est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, ça marche. Bien, donc pour parler de ce que devient l'intranet, je pense que ça a été dit par plusieurs personnes. On parle maintenant de digital workplace et c'est pas simplement l'intranet 2.0, c'est parce que ça correspond justement à des usages différents. C'est-à-dire que on alime dans une digital workplace aussi bien la dimension communication que collaboration, et donc ça devient un lieu de croisement où on va retrouver les différents éléments dont on a besoin pour travailler. Si on en vient strictement à ce que une digital workplace, c'est un lieu où on travaille efficacement, on travaille ensemble. Et donc, c'est à la fois l'accès à des informations, mais c'est aussi l'accès à des applications. C'est un moyen d'organiser le travail, c'est aussi un moyen de rendre agile l'entreprise et de pouvoir s'adapter dans des cas plus exceptionnels et moins structurés. Et donc, cet aspect, on peut citer une autre dimension qui est le fait d'être, de répondre aux besoins et aux attentes de l'organisation et puis de répondre aux attentes et aux besoins des individus qui la composent. C'est vraiment un lieu de croisement, donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je pense que c'est peut-être utile de le dire, c'est quand on parle de digital ou de numérique, on parle de réel. On n'est pas dans un monde virtuel, on est bien dans le monde réel. Et donc, on peut faire des métaphores avec ce qu'on trouve. On a des bureaux, on a des armoires, on a des paperboards, on a des écrans, on a des téléphones, etc. Et ce serait bien illusoire d'imaginer qu'un seul de ces outils puisse remplacer tous les autres, comme ça a pu être dit lorsqu'on parlait des réseaux sociaux d'entreprise qui allaient tout remplacer. En fait, on a besoin que tous ces outils coopèrent. Et puisque je reprends une des questions qui est posée, c'est est-ce que d'être charté aux couleurs de l'entreprise, c'est important? Eh bien, ramenons-nous au monde réel. Est-ce que dans des bureaux, c'est important d'avoir les couleurs de l'entreprise? Eh bien, certaines entreprises vont dire non, c'est pas important, et puis d'autres, au contraire, voudront donner les couleurs. Mais c'est pas tellement le côté de faire joli qui est important. Le côté qui est important, c'est d'architecturer pour que ce soit efficace de faire travailler les équipes. Et ça, cette architecture, c'est donner plus ou moins d'importance à telle ou telle dimension, donc plutôt à la communication ou plutôt à la collaboration. Et puis aussi savoir s'adapter aux équipes, c'est-à-dire leur niveau de maturité, ce qu'elles savent utiliser, ce qu'elles ont plaisir à utiliser. Et donc, en tout cas, c'est notre conviction chez Gelios, on pense que c'est important de savoir s'adapter aux différentes équipes, ce qui ne nous empêche pas de faire aussi du prêt-à-porter. Et donc, selon ce que les uns et les autres peuvent vouloir, ça peut être soit du prêt-à-porter, soit du sur-mesure. Et cette évolution de ce que signifie l'intranet, cette question-là est assez importante. Merci Vincent. On va essayer de repasser à Grégory. Le temps qu'on réactive son micro.
Non, toujours pas. Est-ce que tu as différents modes de micro peut-être que tu peux régler? Bon, on va être... Bon, en tout cas, vous trouverez les réponses de Helium dans le livret complet, donc c'est pas perdu. Mais bon, on aurait bien aimé entendre Grégory quand même. On essaiera pour la question d'après. On va passer à la suivante. Donc là, il s'agit d'idées de Chatop. Donc là, il était intéressant d'avoir un peu l'avis des éditeurs sur cette tendance. Donc on va réécouter Alain sur ce sujet. Il est toujours là. Oui, il est toujours là. Il écoutait avec attention ce que disaient nos camarades, où je m'associe complètement à l'analyse. Pour revenir sur, donc, c'est bien parce qu'on parle de l'intranet, on va reparler sur le ChatOps. Là, on est presque à l'opposé. Je crois que c'est Philippe qui parlait de chaud et de froid. C'est vrai que l'intranet vient plutôt du froid et les chatops sont vraiment dans la dimension justement chaude. Hein, le chatops, mais la première chose déjà, c'est rappeler qu'il est finalement, il a toujours été là. On sait bien, ça fait des années en fait que la question du chat est toujours un outil logiciel, mais éternellement réinventé. Et c'est ce qui, je trouve, lui donne vraiment quelque chose de fascinant parce qu'on l'a plus réinventé, par exemple, que le mail qui a été pour moi plus stabilisé. Les chat-ops, en fait, ils renvoient déjà à un point qu'il faut jamais oublier, c'est que le temps réel, c'est d'abord aussi le temps réel des clients et le temps réel du coup des collaborateurs. Et ça, c'est une tendance, une accélération, je dirais que justement la transformation digitale a amené, c'est-à-dire que les chat-ops remplissent en fait la fonction tout simplement d'amener justement de la réactivité en temps réel où les systèmes sont froids. Et j'en ai même pour preuve qu'on parle de chat-ops internes, mais on a la même chose pour les chat-ops externes qui explosent. Hein, c'est-à-dire, vous avez tous ces systèmes dans lesquels, sur les sites web, on a en temps réel des gens qui peuvent vous répondre, un peu comme vous rentrez dans un magasin, quelqu'un qui peut vous répondre. Là, avant, les sites internet étaient finalement assez froids. On pouvait juste remplir un formulaire. Donc, on a la même chose en externe comme en interne. Et ça, c'est vraiment une tendance assez lourde, mais qui est assez, en revanche, je trouve, très dispersé. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu que c'est justement plutôt chaud, que ça concerne les individus, il y a beaucoup justement de systèmes différents qui sont déployés, et donc c'est peu maîtrisé. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi normal que ce soit comme ça, parce que justement les individus, il faut leur redonner des capacités de choisir l'outil avec lequel ils travaillent. Nous, il se trouve en tout cas qu'à Genspot, on a pris une position par rapport à ça, qui est de dire OK, le chat-up, c'est bien le lien entre les personnes, mais aussi effectivement les outils métiers. Donc, on retrouve toute la logique. On a derrière les chatbots, le fait d'avoir des notifications dans le chat, etc. Et que finalement, ce soit un système d'interaction homme-homme, mais aussi homme-machine. Mais nous, on a fait un autre pari, qui est que il faut justement surtout faire un lien avec le temps long. Je crois que ça, c'est l'autre dimension, c'est-à-dire que dans le ChatOps, si on reste sur l'action de la conversation, finalement, c'est du sable. Et inversement, on n'a pas accès justement à tout le savoir et on est obligé de retaper en permanence les éléments de savoir qu'il y a dans l'organisation. Donc nous, à Genspot, on a fait deux choses importantes. La première, c'est qu'on peut à tout moment invoquer un contenu qui est dans la base de connaissances de l'entreprise pour l'alimenter dans le chat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir prendre à tout moment justement un élément de conversation pour le monter en niveau, pour commencer à en faire un élément d'information, de connaissance, de structuration, et donc finalement de sortir de ce grand flux des éléments qui vont ensuite être réutilisés. Donc il y a vraiment derrière une logique de productivité. Et je pense que les chat-ops ont besoin de ça, parce que déjà aujourd'hui, on parlait de Slack tout à l'heure, combien de tweets commencent un peu à arriver un peu partout en disant Slack, il y a trop de notifs, je suis noyé dans le flux. Donc on voit bien que si on ne stabilise pas des informations, ces outils peuvent se retourner justement contre nous parce qu'ils deviennent insupportables s'ils nous obligent à devenir un peu comme des petits rats dans les cages, à toujours répéter la même chose. C'est là où on a vraiment besoin du temps long et de la capitalisation au sens le plus strict du terme qu'apportent justement les intranets et les outils comme les nôtres. Voilà. Ok, merci Alain.
Je repasse la parole à Laurent sur ce sujet. Est-ce que tu es là? Oui. Alors, à peu près le même constat qu'Alain, hein. C'est vrai qu'on est parti d'un historique en tant qu'éditeur sur un ensemble de services temps réel qui existaient à un certain temps, mais qui étaient séparés et qui n'avaient pas la jonction, on va dire, le lien avec les contenus, ni avec les applications. Et là, c'est ce nouveau système de conversation, on va dire, persistante, nous permet d'atteindre ce type d'intégration, à la fois pour rechercher des contenus en contexte, mais aussi des applications. Et là, ça devient une force assez incroyable, effectivement, au niveau productivité, au niveau métier, ce qui nous permet d'atteindre, on va dire, des contextes, on va dire, immédiats, certes, mais de structuration aussi, puisque vous verrez, je vous en parlerai, sur la structuration de notre offre, on est véritablement dans un objectif de templétisation et d'application métier. Mais si on revient sur l'idée de départ, en fait, forcément, elle va réussir. C'est-à-dire que non seulement ça réunit un certain nombre de services, mais ça peut remplacer un certain nombre de services, mais ça les remplacera pas tous. Mais on voit dans certains de ces solutions que tu as citées au tout départ, l'idée de pouvoir remplacer, on va dire, les forums, remplacer, on va dire, la messagerie. Mais c'est pas que. C'est-à-dire que dans ce domaine, on peut se dire que les solutions vont pouvoir aller directement sur le contexte métier. C'est-à-dire si je suis en situation de service support client, non seulement je peux commencer par un chat qui est peut-être un robot et qui va ensuite en analysant, et là cette dimension que je vais introduire à travers le cognitif sur lequel nous on est positionné chez IBM, on peut comprendre le ton utilisé, à la fois l'expression, mais là on parle pas de visage, mais ça peut être l'expression et le ton utilisé dans les termes ou dans le vocabulaire en langage naturel, et de comprendre effectivement véritablement ce qui se passe. Et à partir de là, peut-être brancher sur une relation beaucoup plus directe et humaine. Donc, ces domaines, les risques, c'est effectivement d'amener beaucoup plus de volume par rapport à ce qu'on imagine. C'est-à-dire que si on est dans le cadre d'un projet et d'une équipe, tout va bien. Mais si on est sur plusieurs projets, si on est sur plusieurs contextes dans un métier donné à utiliser plusieurs conversations, ça peut être effectivement source à la fois de différentes alertes, mais aussi donc de préoccupations sur mon temps de travail, mais aussi même personnel, puisque je vais avoir des alertes au niveau de mon téléphone, etc. Donc il faut absolument faire attention à cette notion de volume. Et donc ce risque à la fois de perdre dans ces alertes, mais aussi dans les conteneurs nouveaux qui pourront m'amener du contenu ou m'amener un rapprochement avec une application. Donc notre intention, du côté IBM, c'est d'avoir tout de suite pensé à la partie cognitive, de pouvoir résumer ces conversations. C'est-à-dire que dès que je rentre dans un espace, je peux activer la fonction résumé, ce qui me donne, on va dire, non seulement la tendance de cette conversation, quels sont les mots-clés, mais quelles sont les personnes qui ont discuté, mais aussi de m'éviter d'avoir à tout lire. Et donc cette notion de résumé, elle s'active aussi bien de côté de mon mobile que sur mon desktop. Donc ça, c'est un premier niveau. Quand on a amené la vidéo et intégré la vidéo avec du Zoom, justement, puisqu'on utilise là aujourd'hui, je vais en parler, on se dit, quand on va utiliser ce type de service dans les conversations et qu'on va basculer en mode audio ou en mode vidéo, pourquoi pas tirer parti aussi du cognitif pour faire un résumé des réunions, pour peut-être soit reprendre le fil d'un échange temps réel, ou soit de pouvoir avoir un résumé en post-production sur une réunion qui s'est passée. Donc l'idée de ces solutions, c'est de à la fois tirer parti, on va dire, de la force humaine qu'on peut avoir dans les organisations, mais aussi de dire dans nos contextes, on a des contenus, on a des applications. Il faut comprendre, quand on a une interaction avec l'application, l'intention de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du cognitif et on comprend le langage naturel, on peut brancher une application métier par rapport à une intention qui est tout à fait naturellement indiquée dans une conversation. Et là, c'est notre objectif, nous, c'est de dire, voilà, soyez dans ces échanges avec une intégration métier forte, pour définir des modèles applicatifs qui vous permettent d'améliorer soit les forces de vente, soit la gestion de traitement service client, des espaces de gestion de crise, etc. Tous les exemples métiers dans le domaine sont possibles. Donc voilà ce que peut apporter ce type de solution dans les entreprises actuellement. Bien, merci Laurent.
on va repasser la main à Philippe sur ce sujet. Oui, merci. Eh bien, écoutez, les chat-ops, effectivement, sont aujourd'hui une réalité pour aider l'organisation à gagner en productivité, pour l'aider à développer davantage son business. Il y a 20 ans, en fait, 3 auteurs américains ont écrit un bouquin qui s'appelle le Clue Train Manifesto. Ça commence par les marchés sont quittes des conversations. Il y a plus de 80 thèses qui ont été développées. Je pense que ils ont été assez bons visionnaires pour décrire la façon dont aujourd'hui les organisations travaillent et mettre finalement l'importance de ces conversations tant en interne qu'en externe. Et le chat est aujourd'hui un extraordinaire support pour pouvoir permettre finalement ces conversations d'exister et relier finalement les différents métiers ensemble, mais aussi l'interne avec l'externe. Alors, ce qui caractérise surtout les chat-ops, c'est l'expérience, cette nouvelle expérience de travail qu'ils amènent aux utilisateurs. Et quelque part, les utilisateurs ont donné raison à ces outils parce que ce qu'ils attendent, c'est de la simplicité, de l'immédiateté et un outil qui correspond finalement à la façon dont ils travaillent ou ils échangent au quotidien. Et le chat, en ce sens, répond correctement à ces enjeux-là. Le chat permet également, les chat-ops permettent d'automatiser ou en tout cas d'être un support à tous ces automatismes qui sont en train de se développer dans les organisations et qui participent à cette accélération et à ces échanges de flux donc, qui sont nécessaires pour permettre finalement de remplacer l'humain partout où finalement on a assez peu de valeur ajoutée. Maintenant, le chat comme outil de travail amène aussi certaines contraintes. Certaines ont été citées. La première contrainte, c'est d'abord une contrainte de temporalité. Si on n'est pas connecté en permanence sur le chat, on finit par vite perdre l'information qui peut être échangée dessus. Et donc, c'est assez difficile de travailler dans la durée avec cet outil-là versus, par exemple, les échanges que l'on peut avoir sur des outils ou des supports asynchrones ou lorsqu'on revient sur des contenus qui ont été publiés plusieurs mois dans le passé, eh bien, ils reviennent avec tout le contexte de la conversation sur le devant finalement au-dessus de la pile pour permettre finalement une meilleure visibilité sur les actualités qui ont pu être amenées. Et puis il y a également une deuxième difficulté qui est ce côté notification qui vient perturber en permanence la concentration et le focus que l'on peut avoir sur une activité. Et en ce sens, nous pensons chez Talkspirit que le chat amène évidemment des bénéfices indiscutables pour être le support de ces automatisations avec les applications, pour être dans la communication pour des équipes projets qui peuvent avoir besoin de se réunir sous cette forme-là pour pouvoir mieux avancer dans leurs tâches, mais que le recours à un mode asynchrone, qui est finalement le mode de l'email que nous connaissons tous, mais qui n'a pas été designé pour être un support efficace pour la collaboration, bien cette association des deux nous semble être la meilleure combinaison aujourd'hui pour porter finalement les enjeux des équipes, des utilisateurs et des organisations dans ces nouvelles façons de travailler. Ok, merci Philippe. On va refaire une tentative avec Grégory. Alors, roulement de tambour. Ah, ça y est, le voilà. Fantastique. Bon. Tu veux repasser à la première question ou enchaîner les deux? Au niveau... Alors, voilà, est-ce que comme ça va? C'est parfait. Bon, merci déjà pour votre patience. Pour vraiment faire court, je pense que de toute façon, notre vision relative à l'intranet et à l'évolution converge. On est très clairement dans cette vision de workplace qui aujourd'hui, comme au niveau de nos smartphones, avant tout est une multitude de services et d'outils à l'image de ce qu'on retrouve dans notre vie privée. Donc, de plus en plus, on est sur cette logique d'hétérogénéité, d'intégration d'applications métiers et où finalement, chaque application se doit d'être surtout réactive, simple et ultra pertinente, en tout cas dans l'usage vertical qui lui est destiné. Après, par rapport à la question aussi de branding et de l'intranet, on ressent une évolution, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a peut-être des attentes moins importantes de pouvoir appliquer le branding à chaque application individuellement. Mais par contre, pour tout de même prendre le contre-pied vis-à-vis de Vincent, de notre côté, le ressenti est que le fait que ce soit joli
au-delà de la simplicité et je dirais de la pertinence et du périmètre fonctionnel, c'est que cet esthétisme et l'ergonomie est essentiel pour arriver à valoriser les contenus et les interactions, tout simplement pour leur donner plus d'impact. Donc, au-delà aussi de l'importance de l'architecture, il est évident que la mise en scène de toute cette information fait partie des attentes fortes, en tout cas, de ce nouvel intranet, de cette workplace. Plus spécifiquement par rapport à la verticale que va présenter les ChatOps, c'est clair que les approches telles que Slack et Microsoft Teams réussissent à vraiment soutenir et encourager les interactions en temps réel, ce qui facilite énormément la collaboration si on réfléchit au niveau des équipes. Maintenant, si on a une réflexion plutôt par strat, est-ce que ça soutient correctement la collaboration et la communication au niveau plutôt départemental, voire organisationnel? On pense que justement là, il y a un besoin finalement encore plus grand qui se fait ressentir et des nouveaux silos quelque part qui se créent au niveau des équipes au travers de ces chat-ops. Donc ça fait émerger encore plus fort des besoins plutôt sur l'information plus froide, au sens où c'est de l'information à forte valeur ajoutée, qui a un vrai sens à être capitalisé, réutilisé à moyen et long terme. Et là, ça fait le lien évidemment avec aussi la spécialité en matière de technologie et d'accompagnement chez Helium, c'est qu'on met énormément l'accent sur ce type d'usage. Et donc, ça va travailler en complément avec aujourd'hui la dynamique telle qu'on l'observe chez les ChatOps, déjà initiée aussi par les RSE. Donc, en résumé, en tout cas, la Digital Workplace aujourd'hui, très clairement pour nous, est en train de se diversifier et tout l'enjeu est d'avoir une capacité à se positionner sur une de ces verticales et qui fait sens dans l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Ok, Grégory, merci. Et donc, on va terminer avec Vincent Jalios sur le sujet des ChatOps, un peu sa vision. Merci. Oui, on n'a pas tout à fait défini ChatOps, mais c'est donc effectivement avec deux parties, chat, la conversation, le flux qui peut être l'activité des personnes ou voire des applications, et justement Ops, c'est le côté opérationnel et applicatif où des applications peuvent notifier des choses et où on peut aussi donner en quelque sorte des ordres et des commandes à ces applications. Donc c'est le fait d'avoir les deux qui crée cette mode autour de ChatOps. Je pense que même si tout le monde l'a dit, à la fois ça présente des intérêts en termes d'intégration, en particulier applicatif, et c'est aussi très intéressant de pouvoir dialoguer rapidement avec des personnes de façon très temps réel et très réactive. Je pense que, même si ça a été souligné, j'insisterai encore davantage dessus, les flux peuvent être tellement gigantesques et tellement intrusifs et tellement compliqués que c'est vraiment à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Donc, moi, j'insisterai sur cet aspect-là. C'est intéressant, bien sûr, de disposer de cela, mais il faut l'utiliser avec énormément de parcimonie parce que vous avez déjà souffert avec le mail. Là, vous allez complètement péter les plombs avec le ChatOps s'il était utilisé de façon absolument systématique. Donc, et avec les défauts de l'information chaude, des réseaux sociaux d'entreprise qu'on avait pu évoquer, à savoir que c'est de la collaboration jetable, là qui deviennent puissance 10 parce que on oublie quelques heures après les échanges. Donc moi j'insisterai sur cet aspect-là, c'est que même si c'est la mode aujourd'hui les chat-ops, je pense qu'on devrait au contraire se focaliser sur le social learning, c'est-à-dire ce qui correspond à la gestion des connaissances sur du long terme, mais avec beaucoup plus de socialisation et d'interaction avec les personnes, que chacun puisse partager ses connaissances. Je pense que c'est plutôt le social learning auquel on devrait s'intéresser à l'heure actuelle. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Ok, merci Vincent. Merci. Donc, on va passer à la démonstration en ligne. Donc, juste toujours continuer à nous poser vos questions sur le chat. Donc, merci aux éditeurs pour cette participation active et surtout merci d'avoir respecté ce timing. Donc, on va passer à la démo et donc on laisse les questions sur le chat. Alors, on va essayer d'être rapide. On a dépassé un peu le temps qu'on s'était fixé. Alors, donc le benchmark, c'est aussi une application en ligne que je vais vous montrer. Alors, vous y accédez depuis le site internet Spectrum.
Voilà, donc on arrive sur une liste de solutions classées selon les 3 grands domaines, donc les RSE, l'ECM et la gestion de contenu web. Donc on retrouve ici la liste des solutions. On retrouve évidemment les solutions qui sont présentes dans le livret, mais également des solutions qui étaient présentes l'an dernier. Donc, au niveau d'une fiche solution, donc là, toujours sur le site internet, vous allez retrouver les fiches solutions avec la philosophie du produit, un peu de la même manière que dans le livret, les forces, quelques indicateurs et une infographie. Voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'accès au benchmark, l'applicatif. Donc après inscription, on pourrait accéder à ceci. Donc on retrouve la totalité des solutions étudiées sur la colonne de droite, la grille d'analyse sur la gauche et l'accès aux 3 domaines en haut, donc RSE, ECM, WCM. On va rester sur RSE pour la démonstration. Donc sur la gauche, on a la grille d'analyse, donc classée en 9 grandes familles de critères. Donc si on déploie par exemple l'aspect social, on a des familles de critères ici. Et ensuite, les critères à proprement parler pour lesquels on a fait donc, une analyse fonctionnelle et mis une note en termes de complétude fonctionnelle et de facilité d'utilisation. Voilà, ce qui nous permet selon nous d'avoir une notation la plus pertinente possible pour pouvoir identifier les usages des solutions et les comparer entre elles. Donc, ce que vous pouvez faire pour chaque solution, c'est explorer la couverture fonctionnelle et d'usage en parcourant les catégories, mais également avoir une vision plus macro donc sur les usages dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, si vous voulez faire une sélection multiple, avoir une vision globale de l'étendue fonctionnelle de la solution. Voilà. Après, vous pouvez évidemment sélectionner uniquement les aspects qui vous intéressent en allant dans le détail des critères. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie grille d'analyse. Et ensuite, vous avez également la possibilité de comparer les solutions entre elles. On va prendre l'exemple des usages. En faisant une sélection multiple, je compare par exemple Elg à une autre. Voilà, donc là, on peut comparer de manière très visuelle les usages qu'on préconise pour les solutions du marché. Donc voilà, de manière assez succincte pour la démonstration du benchmark en ligne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour y accéder, c'est gratuit. Alors, on va terminer ce webinaire par les réponses à quelques questions qu'on a reçues. Peut-être on va procéder par la première question si Thomas veut bien répondre. Alors, différence entre RSE et intranet, c'est justement une des questions qu'on adresse aux éditeurs et qu'on se pose dans le livret. Donc là, ça va dépendre des besoins de chaque organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à minima, les RSE répondent à l'usage. Après, tout dépend jusqu'où on veut aller. Il y a des solutions qui vont plus ou moins être capables de répondre à cet aspect. Donc, il y aura des éléments de réponse là-dessus assez fournis dans le livret que vous recevrez. Donc, n'hésitez pas si d'autres personnes veulent intervenir sur les réponses du Spectrum ou chez les éditeurs, n'hésitez pas, hein, c'est collaboratif. Hein.
Je ne sais pas si Ali peut-être peut dire un petit mot. Oui, bonjour. Je ne sais pas, Dora, c'est un petit mot en répondant aux questions ou est-ce que c'est un petit mot de clôture ou les deux? Non, plutôt Pardon, j'ai pas entendu plutôt. questions, on va répondre aux questions, donc D'accord. voilà, mais tu peux répondre aux questions, il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Non, mais en fait, il y avait quand même une question. Enfin, il y a un certain nombre de questions, mais il y a surtout une question qui a attiré mon attention, c'est de la part d'Olivier. C'est une question sur les grands faits marquants du bench en 2018. Donc, Olivier fait remarquer que, je reprends la question, 2 secondes, que les solutions couvrent des usages de plus en plus larges. Et c'est ce qui semble, je dirais, être remarqué. Et puis, une deuxième question, c'était quelles sont les innovations parmi ces solutions étudiées qui ont retenu l'attention de Spectrum Group. Alors, en effet, Olivier, la réponse elle est pour tout le monde. Nous, l'objectif de Benchmark, c'est vraiment de faire une analyse qui reste quand même humble par rapport à ça. C'est-à-dire, nous, on présente notre point de vue et notre lecture, notre façon de voir les solutions. L'analyse, elle est quand même assez approfondie. On regarde vraiment le détail des fonctionnalités et des critères techniques. Cette année, je dirais, il y a une confirmation d'une tendance observée déjà sur le benchmark 2017, c'est-à-dire de plus en plus, d'ailleurs on en a parlé en 2017, c'est la diversification des solutions, l'ouverture des places de marché, la notion de marketplace, qui était une grande tendance, en tout cas, qui s'est confirmée, c'est-à-dire les solutions qui, en tout cas, se concentrent sur les fonctionnalités collaboratives, mais qui s'ouvrent aussi aux particularités et aux besoins spécifiques des clients, et donc laissent la possibilité aux partenaires, aux éditeurs, aux développeurs tiers pour compléter et pour enrichir ces solutions. Donc ça, c'était une tendance qui, je dirais aujourd'hui, elle se confirme. Donc la grande majorité de solutions proposent une place de marché. La deuxième tendance, et d'ailleurs ça justifie un peu la deuxième question qu'on a posée, c'est la notion de chatops. Même si on voit très bien que ce qui est intéressant, bien évidemment, que le point de vue des éditeurs qu'on vient d'interviewer chacun il a sa position, sa propre position par rapport à cela. C'est-à-dire, moi j'ai noté en fait, Alain qui dit ouais, il faut stabiliser quand même. Vincent qui dit attention, ce sont des flux gigantesques et on risque de tomber dans le même piège que celui de l'email. Puis il y a il y a voilà. D'autres qui voient que c'est une réalité et qu'aujourd'hui on en a besoin, mais il faut peut-être automatiser, accélérer. Une tendance, on l'a observé plutôt pas forcément sur le bench, mais surtout suite au salon de l'intranet. Très honnêtement, on a vu cette attention qui est portée aux chatops, mais aussi aux bots. Et c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on peut en faire de manière un peu plus automatisée, de manière un peu plus intelligente. Et ça, on voit que ça commence à émerger, qu'il y a une vraie, il y a pas mal de personnes avec qui on a discuté, qui reviennent avec je dirais si je peux dire, inquiétude, c'est-à-dire, ok, c'est intéressant, on veut bien mettre en place le chatops parce qu'on voit que c'est une réalité, ça booste les équipes, ça répond à des problématiques d'urgence, ça fluidifie les échanges, mais ouais, dans des flux gigantesques, qu'est-ce qu'on doit faire? On a besoin de solutions, je dirais, un peu plus intelligentes qui vont nous aider. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à observer. On s'attend à plus, je dirais, d'innovation et de la part des éditeurs sur ce point en particulier. Voilà, je dirais l'innovation, le point qui a attiré notre attention. Je peux dire oui. Lors du dernier salon de l'intranet, c'était une des questions qui revenait assez souvent en discutant avec les différentes personnes avec qui on a pu échanger sur le benchmark. Voilà, je sais pas Dora si
si on a le temps pour répondre encore à des questions ou si on doit faire la Non, clôture. non. Je pense pas. Oui. On peut clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. Donc, a priori, je n'en vois pas d'autres. Donc, mais de toutes les façons, quoi qu'il en soit, donc toutes vos questions, on y répondra par écrit. Donc, pour tous les participants, donc ils recevront bien évidemment la présentation, le livret en format PDF et également les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, si on n'a pas pu les aborder parce que bon, on a un petit peu dépassé le temps prévu, donc on s'en excuse. Excusez-nous. Okay. Voilà, du temps. Oui, donc, ok, Dora. Oui, ben, pour conclure, tout d'abord, vraiment merci à tout le monde hein, d'avoir assisté et participé à ce webinaire. C'est une première pour nous. Donc, l'idée, c'était de communiquer mieux par rapport à ce travail qui est quand même un travail de fond. Je pense que les éditeurs ou ceux qui ont eu l'occasion de découvrir et d'échanger avec nous sur ce travail ont pu voir vraiment qu'il s'agit d'un travail sérieux et encore une fois de fond. Et ceci étant dit, bon, c'est quand même une analyse qui est notre analyse. Elle est pas, je dirais, c'est pas. Enfin, il y a certainement, elle est critiquable, hein, encore une fois, il faut qu'on reste humble par rapport à ça, c'est critiquable. Donc, on est très ouvert par rapport à vos feedbacks, par rapport à vos commentaires concernant ce travail. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine version et on sera vraiment à l'écoute si voilà, vous avez des recommandations ou des propositions pour améliorer ce travail. Merci aussi bien sûr à l'équipe qui a travaillé sur ce benchmark et surtout aux éditeurs qui ont accepté de jouer le jeu et prendre la parole et voilà, de partager de manière très ouverte. Je pense que ça donne plus de force et c'est plus crédible, je dirais, quand la parole est vraiment ouverte et que chacun a le droit de dire ce qu'il pense et de justifier, je dirais, l'implantation et la philosophie de son produit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci. Et puis, à toi la parole, Dora, pour conclure. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tout le monde. Ce webinaire fut assez riche en informations. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon mail pour tout type d'informations. Donc, comme j'ai dit, donc je transmettrai toute la présentation et le livret en PDF à tous les participants. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.